cheval la fit monter dans une rivière la conduisait. En allumant au fond du grand bois, une rivière la s'asseoir. En allumant au fond du grand bois, une rivière la s'asseoir. C'est ici que j'ai noyé toi là, et vous quitterez la quadrillère. C'est ici que j'ai noyé toi là, et vous quitterez la quadrillère. Il y a 8 jours que Lucien Bérard et Hortense Larivière sont mariés. Madame Veuve Larivière, la mère, tient depuis 30 ans un commerce de meubles-trieries rue de la Chaussée d'Antin. C'est une femme sèche et pointue, de caractère despotique, qui n'a pu refuser sa fille à Lucien, le fils unique d'un quincaillier du quartier, mais qui entend surveiller de près le jeune ménage. Dans le contrat, elle a cédé la boutique de meubles-trieries à Hortense, tout en se réservant une chambre dans l'appartement. Et en réalité, c'est elle qui continue à diriger la maison, sous prétexte de mettre les enfants au courant de la vente. On est au mois d'août. La chaleur est intense. Les affaires vont très. Aussi, Madame Larivière est-elle plus aigre que jamais. Elle ne tolère point que Lucien s'oublie une seule minute près d'Hortense. Ne les a-t-elle pas surpris un matin en train de s'embrasser dans la boutique, et cela 8 jours après la noce? Voilà qui est propre et qui donne tout de suite une bonne renommée à une maison. Jamais elle n'a permis à M. Larivière de la toucher du bout des doigts dans la boutique. Il n'y pensait guère d'ailleurs. Et c'était ainsi qu'ils avaient fondé leur établissement. Lucien, n'osant encore se révolter, envoie des baisers à sa femme quand sa belle-mère a le dos tourné. Un jour, pourtant, il se permet de rappeler que les familles, avant la noce, ont promis de leur payer un voyage pour leur lune de miel. Madame Larivière pince ses lèvres minces. Eh bien, leur dit-elle, allez vous promener l'après-midi au bois de Vincennes. Les nouveaux mariés se regardent d'un air consterné. Hortense commence à trouver sa mère vraiment ridicule. C'est à peine si la nuit elle est seule avec son mari. Au moindre bruit, Madame Larivière vient, pieds nus, frapper à leur porte pour leur demander s'ils ne sont pas malades. Et lorsqu'ils répondent qu'ils se portent très bien, elle leur crie « Vous feriez mieux de dormir alors. Demain, vous dormirez encore dans le comptoir. » Ce n'est plus tolérable. Lucien cite tous les boutiquiers du quartier qui se permettent de petits voyages, tandis que des parents ou des commis fidèles tiennent les magasins. Il y a le marchand de gants du coin de la rue Lafayette qui est à Dieppe. Le coutelier de la rue Saint-Nicolas, qui vient de partir pour Luchon. Le bijoutier près du boulevard, qui a emmené sa femme en Suisse. Maintenant, tous les gens à leur aise s'accordent un mois de villégiature. C'est la mort du commerce, monsieur, entendez-vous, crie Madame Larivière. Du temps de monsieur Larivière, nous allions à Vincennes une fois par an le lundi de Pâques, et nous nous en portions pas plus mal. Voulez-vous que je vous dise une chose? Eh bien, vous perdrez la maison avec ces bouts de courir le monde. Oui, la maison est perdue. Pourtant, il était bien convenu que nous ferions un voyage, ose dire Hortense. Souviens-toi, maman, tu avais consenti. Peut-être, mais c'était avant la noce. Avant la noce, on dit comme ça toutes sortes de bêtises. Hein? Soyons sérieux maintenant. Lucien est sorti pour éviter une querelle. Il se sent une envie féroce d'étrangler sa belle-mère. Mais quand il rentre, au bout de 2 heures, il est tout changé. Il parle d'une voix douce à Madame Larivière, avec un petit sourire au bout des lèvres. Le soir, il demande à sa femme, « Est-ce que tu connais la Normandie ?»« Tu sais bien que non, répond Hortense. Je ne suis jamais allé qu'au bois de Vincennes. » Le lendemain, un coup de tonnerre éclate dans la boutique de meubles-trieries. Le père de Lucien, le père Bérard, comme on le nomme dans le quartier, où il est connu pour un bon vivant menant rondement les affaires, vient s'inviter à déjeuner. Au café, il s'écrie « J'apporte un cadeau à nos enfants. » Et il tire triomphalement 2 tickets de chemin de fer. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demande la belle-mère d'une voix étranglée. « Ça, ce sont 2 places de première classe pour un voyage circulaire en Normandie. Un petit, un mot au grand air, vous allez revenir frais comme des roses. » Madame Larivière est atterrée.
Elle veut protester, mais au fond, elle ne se soucie pas d'une querelle avec le père Bérard qui a toujours le dernier mot. Ce qui achève de l'ahurir, c'est que le quincaillier parle de mener tout de suite les voyageurs à la gare. Il les lâchera que lorsqu'il les verra dans le wagon. C'est bien, déclare-t-elle avec une rage sourde. Enlevez-moi ma fille, j'aime mieux ça. Ils ne s'embrasseront plus dans la boutique et je veillerai l'honneur de la maison. Enfin, les mariés sont à la gare Saint-Lazare, accompagnés du beau-père, qui leur a laissé le temps tout juste de jeter un peu de linge et quelques vêtements au fond d'une malle. Il leur pose sur les joues des baisers sonores, en leur recommandant de bien tout regarder, pour lui raconter ensuite ce qu'ils auront vu. Ça l'amusera. Sur le quai du départ, Lucien et Hortense se hâtent le long du quai, cherchant un compartiment vide. Ils ont l'heureuse chance d'en trouver un. Ils s'y précipitent et s'arrangent déjà pour un tête-à-tête lorsqu'ils ont la douleur de voir monter avec eux un monsieur à lunettes qui, aussitôt assis, les regarde d'un air sévère. Le train s'ébranle, Hortense, désolée, tourne la tête et affecte de regarder le paysage. Des larmes montent à ses yeux et elle ne voit pas seulement les arbres. Lucien cherche un moyen ingénieux de se débarrasser du vieux monsieur et ne trouve que des expédients trop énergiques. Un moment, il espère que leur compagnon de route descendra à Mantes ou à Vernon. Vain espoir, le monsieur va jusqu'au Havre. Alors Lucien, exaspéré, se décide à prendre la main de sa femme. Après tout, ils sont mariés, ils peuvent bien avouer leur tendresse. Mais les regards du vieux monsieur deviennent de plus en plus sévères. Et il est si évident qu'il désapprouve absolument cette marque d'affection que la jeune femme, rougissante, retire sa main. Le reste du voyage se fait dans un silence gêné. Heureusement, on arrive à Rouen. Lucien, en quittant Paris, a acheté un guide. Ils descendent dans un hôtel recommandé et ils sont aussitôt la proie des garçons. À la table d'hôte, c'est à peine s'ils osent échanger une parole devant tout ce monde qui les regarde. Enfin, ils se couchent de bonne heure, mais les cloisons sont si minces que leurs voisins, à droite et à gauche, ne peuvent faire un mouvement sans qu'ils l'entendent. Alors ils n'osent plus remuer ni même tousser dans leur lit. Visitons la ville, dit Lucien, le matin en se levant, et partons vite pour le Havre. Toute la journée, ils restent sur pied. Ils vont voir la cathédrale où on leur montre la tour de beurre, une tour qui a été construite avec un impôt dont le clergé avait frappé les beurres de la contrée. Ils visitent l'ancien palais des ducs de Normandie, les vieilles églises dont on a fait des greniers à fourrage, la place Jeanne d'Arc, le musée, jusqu'au cimetière monumental. C'est comme un devoir qu'ils remplissent. Ils ne se font pas grâce d'une maison historique. Hortense, surtout, s'ennuie à mourir. Et elle est tellement lasse qu'elle dort le lendemain en chemin de fer. Au Havre, une autre contrariété les attend. Les lits de l'hôtel où ils descendent sont si étroits qu'on les loge dans une chambre à 2 lits. Hortense voit là une insulte et se met à pleurer. Il faut que Lucien la console en lui jurant qu'il ne restera au Havre que le temps de voir la ville. Et les courses folles recommencent. Et il quitte le Havre. Et il s'arrête ainsi quelques jours dans chaque ville importante marquée sur l'itinéraire. Il visite Honfleur, Pont-l'Évêque, Caen, Bayeux, Cherbourg, la tête pleine d'une débandade de rues et de monuments, confondant les églises hébétées par cette succession rapide d'horizons qui ne les intéresse pas du tout. Nulle part, ils n'ont encore trouvé un coin de paix et de bonheur où ils pourraient s'embrasser loin des oreilles indiscrètes. Puisqu'ils sont partis, il faut bien qu'ils reviennent. Un soir, à Cherbourg, Lucien laisse échapper cette parole grave. Je crois que je préfère ta mère. Le lendemain, ils partent pour Grandville, mais Lucien reste sobre et jette des regards farouches sur la campagne dont les champs se déploient en éventail aux deux côtés de la voie. Tout d'un coup, comme le train s'arrête à une petite station dont le nom ne leur arrive même pas aux oreilles, un trou adorable de verdure perdu dans les arbres, Lucien s'écrie « Descendons, ma chère, descendons vite !» Mais cette station n'est pas sur le guide, dit Hortense stupéfaite. Le guide, reprend-il, tu vas voir ce que je vais en faire du guide. Allons vite, descends. Mais nos bagages, mais je me moque bien de nos bagages. Et Hortense descend, le train file et laisse tous les deux dans le trou adorable de verdure. Ils se trouvent en pleine campagne, au sortir de la petite gare, pas un bruit, des oiseaux chantent dans les arbres. Un clair ruisseau coule au fond d'un vallon. Le premier soin
Lucien et de lancer le dé au milieu de la